Bonjour, il est 8 heures et nous sommes le 13 février 2000. Pardon. C'est quand même elle. Allez, je reprends. Madame, monsieur, bonjour, il est 8 heures et nous sommes le 13 mars 2022. Alors, il est compris, hein, elle est toujours ici pour sauver. Amel, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Amel? Ça va, merci. J'ai toujours du mal à passer d'une année à une autre, d'un mois à un autre. Ah, mais c'est ça comme va. ML, là, je pense. Hein. Voilà, heureusement qu'on est là, soutenu, toujours pour nous reprendre. Et aujourd'hui, alors, nous allons nous intéresser ce matin donc au championnat d'Afrique de judo qui vont se tenir le mois de mai prochain. Donc, ce sera du 26 au 23 mai. Ça va se passer donc au niveau d'Oran. Retour sur l'organisation et la participation à ces Jeux d'Afrique de judo. Nous nous intéresserons également ce matin à une magnifique exposition d'artistes plasticiens donc, qui se tient en ce moment au niveau de la galerie Baya et c'est au niveau donc, du palais de la culture Mufti Zakaria. Alors il s'agit donc des deux grands artistes algériens, il s'agit de Mansef Guetta et aussi Mustafa Adden qui exposent leurs œuvres. Donc ils exposent d'anciennes œuvres mais aussi de nouvelles œuvres qui ont été réalisées ces 3 dernières années. C'est une exposition qui se veut, si vous voulez, une passerelle entre l'ancienne et la nouvelle génération d'artistes plasticiens. Et aussi, donc parlons d'artistes, que vous soyez donc chanteur, humoriste, artiste, artisan, et ben il va y avoir un espace qui sera un espace d'expression particulièrement qui vous sera offert désormais à partir du mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc chaque week-end, une pléiade d'artistes ou d'artisans pourront s'exprimer chaque week-end justement pour pouvoir promouvoir leur talent. Un nouveau concept, on va dire, va ouvrir ses portes et nous en parlons avec un peu plus de détails dans un petit moment en compagnie de nos invités. Nabila Abada, comme chaque dimanche, nous emmène quelque part donc en escapade en Algérie. Cette fois-ci, elle a choisi de nous emmener du côté de l'est du pays, particulièrement à Skikda, pour nous faire découvrir cette perle de la Méditerranée. Voilà pour le menu de ce matin. Vous l'auriez compris, Amal Haribi est déjà parmi nous pour nous donner un peu plus de détails sur les nouvelles du ciel et ce sera juste après ça. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Amel, bonjour. Bonjour. Amel. Bonjour. Oui. Comment ça va? Ça va, merci. Très bien. Très bien. Ouais. En fait, je vais me justifier. Hein, je vais me On se met les pinceaux. Allez, un mois de retard parce que peut-être qu'on est encore en attente, on va dire, de pluie. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on est en plein mois de mars, Exactement. on attend un petit peu le printemps. Le printemps, ça ne pleut pas vraiment. Mais tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver, effectivement. Mois de mars, mois d'avril, n'enlèvons qu'un fil. Exact. Et ben voilà, on s'attend à des surprises. Alors, ça va être comment aujourd'hui? Eh bien, ça va être nuageux. Nuageux. C'est une grande partie du nord. On aura quelques pluies? Oui, à l'ouest. Un petit peu. Exact. Ah, ça va. Faible pluie, hein, franchement. Toujours timide. Hein? Oui. Toujours timide. On a eu des pluies quand même cette semaine, mais plutôt timide. Oui, mais pas trop. Pas trop, plutôt timide. Voilà, timide, oui, on va dire. Espérant qu'on en aura quand même. Inch'Allah, on espère pour toujours. cette année. Inch'Allah. Inch'Allah, un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Allez, c'est à vous. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel se montrera le plus souvent nuageux à l'ouest et au centre, accompagné de quelques faibles pluies à l'ouest également vers les régions intérieures centre. Par contre, à l'est, eh bien, on aura de la brume matinale dans les vallées de l'est, puis le ciel restera souvent voilé tout au long de la journée. La moitié sud, le ciel restera partiellement voilé vers le Bécharois, le Nord Sahara également, les oasis, puis le ciel va se dégager progressivement en après-midi sur le Bécharois. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil sera bel et bien présent. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour un mois de mars, avec un maximum de 20 degrés du côté de Tlemcen, 19 Oran, 18 degrés à Alger, 17 Tizi Ouzou, également Tiaret, 18 degrés à Constantine, Al-Bayad, 19 à Annaba, 16 degrés vers Djelfa. Au sud, eh bien, on relèvera 23 degrés à Biskra, 27 Gardaya, également Béchar, 31 à Tindouf, également Insalah, 27 à Tamanrasset, 28 à Ilizi, 25 degrés à Janet et enfin le maximum à Borj Medjoumkhtar et Ingzam avec 34 degrés.
La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur les côtes ouest et centre, mais peu agitée sur les côtes est. Les vents souffleront entre 10 et 20 km/h sur les côtes centre et est et ils seront de secteur nord, sud-est, sud-ouest, pardon, et 40 à 50 km/h sur les côtes ouest et toujours des vents de secteur sud-ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Europe où le temps restera nuageux, pluvieux. Des nuages chargés de pluie à Londres, également Paris, plutôt couvert à Moscou et Kiev, quelques flocons de neige à Istanbul. Le temps restera dégagé à Berlin et Vienne, peu nuageux à Rome, Madrid et Lisbonne. Le mercure affichera un minimum de 1 degré du côté de Kiev, 4 à Moscou, 3 degrés à Istanbul, 12 à Berlin et Londres, 11 à Vienne et Paris, 14 à Madrid et enfin le maximum cette fois-ci à Rome avec 16 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et finalement, une petite hausse de température entre hier et aujourd'hui. Exactement. Et demain, ce sera plus. Ah, demain, ce sera plus. On prévoit des Pourtant, il faut faire températures assez attention. Hein. C'est pas C'est pour pour autant ça, qu'on voilà, va, on va tout enlever. commencer à enlever ses écharpes et ses Exactement. bonnets et ses casquettes. Et... Au moins, Voilà. garder une petite veste. Hein. Voilà. Au moins. Parce qu'après, il y aura une chute de température. Après, oui, rebelote. Rebelote. Et ben, Exactement. espérant que la chute de température sera accompagnée de pluie. Inch'Allah, on l'espère. On Inch'Allah. l'espère toujours. On l'espère, effectivement. Amel, merci beaucoup. C'est moi qui On se remercie. retrouve tout à l'heure, donc après le Avec journal télévisé plaisir. du midi, après celui de 19h. 19h. Merci beaucoup, C'est Amel. moi. Allez, bonne journée. Et on Également. continue, comme à l'accoutumée, ce sera pause musicale en compagnie de Méziane Amiche qui nous interprète Mona Mona. Et on se retrouve juste après. Elle est super contente, Amel, la révise. Elle adore. J'adore. Allez, rien que pour toi, Amel. Merci.
Voilà, c'était donc Méziane Amige qui nous a interprété Mona Mona. À présent, nous allons nous intéresser au sport particulièrement. Donc, le championnat d'Afrique de judo qui va se dérouler à Oran. Et nous en parlons ce matin en compagnie de Monsieur Saïd Smah. Bonjour. Bonjour, Bienvenue madame. à vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes directeur technique de l'école de judo samouraï et vous êtes également expert en kata. Oui. Voilà, alors c'est la 43e édition donc, du championnat d'Afrique de judo qui va se dérouler au mois de mai prochain, Inch'Allah. Et comment se font aujourd'hui les préparatifs? Eh ben, ça a commencé par des stages. Et puis, actuellement, l'équipe nationale junior senior, ils sont en Tunisie, ils sont classés premiers. Ils sont classés premiers, les Français les deuxièmes, ils ont des très très bons résultats. La première journée, ils ont eu 2 médailles d'or et 4 médailles d'argent et 2 bronzes. Et aujourd'hui, nous espérons que nos jeunes vont rester toujours à la première place. Il y avait au moins 40 pays, je crois. 40, c'est très important quand il y a des Français, quand il y a des Asiatiques, quand même, pour se classer. Et bravo particulièrement les Asiatiques, voilà. il faut dire que quand même, ils sont les maîtres, on va dire, des arts martiaux. Oui, des maîtres des arts martiaux, mais nous avons des athlètes de très bon niveau que la fédération prend en charge. Voilà, prend en charge convenablement. Donc, comment se passe pour les stages particulièrement? Donc, ce sont des stages plutôt cycliques et aussi périodiques? Et ils sont périodiques parce qu'il y a les championnats d'Afrique junior senior, hommes et dames, et il y a les championnats d'Afrique aussi qui sont rentrés en lice des vétérans en kata et en compétition, ce qu'on appelle les anciens combattants, comme les championnats du monde vétérans. J'ai fait de la compétition internationale à vétérans. Donc hier, on a, pour la première fois, la fédération s'est penchée pour ces anciens combattants. On est des anciens champions, on est des anciens membres de l'équipe nationale. Donc l'IJF, la Fédération internationale du judo, a fait depuis 12 ans créer ce championnat du monde vétéran où tous les anciens combattants se rencontrent, beaucoup plus touristique et convivial, et se retrouver, le plaisir de se retrouver, parce que le judo, c'est le contact, c'est faire le combat pour s'aimer, pour se rapprocher. Et hier, on a terminé à intégrer un stage national de vétérans, où il y avait au moins une centaine d'athlètes, des anciens champions, encadrés par des entraîneurs nationaux vétérans, qui est le président M. Talba, moi, Lawad, Abdelhamid, Ait Mouhoub, Alim Sous. Donc on a rassemblé tous les vétérans pour le premier stage. Et le deuxième stage aussi, il va être offert par l'école de judo samouraï. C'est une contribution à Tizi Ouzou prochainement, Inch'Allah, le 22, le 23 et le 24 de ce mois. Et puis on se prépare aussi pour les championnats d'Afrique vétérans, toujours à Oran, mais elle a été reportée pour le mois de novembre. Ce qu'on a, les championnats d'Afrique en mai, c'est les juniors seniors et les kata aussi vétérans. Alors, Voilà. ces championnats qui vont se dérouler du 26 au 29 mai, donc ça va se dérouler à Oran. À Oran. Alors, ça rentre aussi dans le cadre donc, des compétitions, on va dire, expérimentales, en prévision justement des Jeux méditerranéens? Absolument, absolument. La semaine passée, il y a 15 jours de ça, nous avons fait un championnat national à Oran, qui a été c'est comme si c'était une simulation pour les championnats d'Afrique et les Jeux méditerranéens. Donc, ça a été une organisation exceptionnelle et top. Donc, ces championnats nous ont permis de jauger notre organisation championnat d'Afrique et les Jeux africains surtout, qui sont à la porte. On dirait à la porte, c'est au mois de juin, donc voilà. Donc il y a toute une préparation qui se fait pour. Donc il faut dire que ces championnats d'Afrique, c'est déjà la 43e
édition donc, de ces championnats d'Afrique qui vont se dérouler le mois de mai prochain. Donc il y a plusieurs stages, nous l'avons dit, cycliques et périodiques. Et tournois aussi. Et des tournois. Et ce week-end, nous avons Open Africa. Celui de Tunis, il y a des athlètes internationaux. Il y a Open Africa à la Coupole, à Alger, le 19 et le 20. Voilà. On l'appelle Open Africa, donc tournoi international de la ville d'Alger. Alors, vous êtes expert en kata, donc on comprend qu'il y a des katas qui seront exécutés, bien entendu, mais est-ce qu'il y a aussi des combats? Oui, il y a des combats, exactement. Donc, ce championnat d'Afrique, il y a des championnats d'Afrique junior senior qui seront le mois de mai et les championnats kata aussi. La Algérie, c'est la première qui représente presque tous les katas du judo. Nagano kata, katameno kata, kimeno kata, juno kata et guchin jutsu. Donc je peux dire qu'on est les premiers à maîtriser en Afrique ces katas. Et j'en suis sûr et certain en tant qu'expert en kata et les stages qu'on fait avec nos experts. La fédération a mis le paquet, comme les juniors, les seniors s'intéressent aux vétérans, au kata. Nous aurons notre part du lion, où, Inch'Allah, je reviendrai sur ce plateau pour vous ramener ces médailles de kata, Inch'Allah. Inch'Allah, ben c'est ce que nous espérons aussi, surtout pour nos athlètes. Mais sinon, effectivement, les athlètes, ils vont beaucoup plus vers les katas ou vers les combats? Maintenant, le judo, il est très très riche. Le judo, c'est ouvert à tout, donc à tous les âges, à tout, même les handicapés. Ils ont honoré l'Algérie, champion olympique. Il y a des champions du monde. Donc, on peut pratiquer le judo sans la compétition. Il y a une voie pour les compétitions, il y a une voie pour les katas, il y a une voie pour le plaisir, il y a une voie pour... donc, le judo, c'est ouvert à tout. Et la fédération algérienne de judo, elle a mis le paquet sur... elle s'intéresse à tout. À toutes les disciplines. À toutes ces disciplines, au kata, au junior senior, au cadet, au minime, à tout. Alors justement, toujours dans le cadre de la promotion de ce sport en Algérie, donc vous avez donc l'habitude de travailler avec des grands maîtres donc, du monde, particulièrement asiatique. Ça continue? Oui, ça continue, mais après cette pandémie, depuis 2017, on a été en Italie, en Sardaigne, au championnat du monde vétéran, et on a profité aussi de participer à des stages techniques et de kata de très haut niveau avec des grands maîtres qui sont venus du Japon. Donc on a profité. On se hisse toujours au niveau mondial, alhamdoulilah. Mais après ce corona, depuis 2017, on n'est pas sorti. Donc, on n'est pas sorti, mais on continue quand même à travailler parce qu'on sait très bien que le sport n'est pas toujours fidèle. Donc si on s'arrête, on va tout reprendre à zéro. Ah oui, si on arrête un athlète d'élite, s'il arrête une semaine, il est foutu. Excusez-moi du terme, il doit refaire toute sa préparation physique et mentale à zéro. Donc l'équipe nationale junior, senior, cadet, donc ils sont toujours au tempo de leur formation. Il y a un programme tracé par la fédération, ils sont suivis, il y a des stages périodiques, ils participent au tournoi, donc il y a une constante évolution. Et puis la fédération a tracé des objectifs près et lointains. Donc, ils sont en train vraiment de faire un travail extraordinaire. Alors, justement, dans le cadre de la pandémie, ça s'est passé comment, tout ce suivi, tout cet encadrement? Eh bien, tout en respectant, pendant les compétitions, il y a les restrictions sanitaires vraiment très draconiennes de la part de... C'est un peu difficile, hein, parce que ça reste quand même un sport de contact. Oui, c'est un sport de contact. Il y a les tests aussi. On avait fait dernièrement à l'ISTS on avait fait un stage d'arbitrage où les règles d'arbitrage mondiales sont changées. Donc, on est à la porte de la rentrée dans des compétitions nationales et internationales. Eh bien, la fédération a mis, avec sa commission médicale présidée par Dr Debiane, on avait fait un stage, mais avant de rentrer à la salle, si vous n'avez pas votre passe sanitaire, il vous fait... le test sur place. À la porte, le test à la sortie de la salle.
Donc il y a toutes Les mesures qui sont prises en considération. les mesures sont prises dans des salles, il y a des sensibilisations de la part de la fédération pendant les compétitions, pendant les stages. Alhamdoulilah, il y a Il y a une prise en charge dans ce sens. Il y a Alors, une prise en charge très draconienne, j'utilise le mot très très draconien de la part de la fédération, c'est normal, ça va de la santé de nos athlètes et la santé publique. effectivement. Alors, vous avez ramené des photos, on pourrait peut-être les commenter. Oui, ici c'est le stage à Ain Tegouret, jeudi, vendredi, samedi, pour les vétérans, les compétiteurs. Voilà, on a fait un stage, on a fait du bi-quotidien. Voilà. Ici, Vous avez les photos ici. Monsieur Oui. Smah, vous avez les photos ici en face de vous. Pardon, c'est des stagiaires. La fédération a mis, bien sûr, à la disposition de tous les stagiaires des diplômes de participation. Donc, il y avait quand même une armada d'experts fédéraux, tels que l'Awad, qui est 7e dan, et son fils 7e dan, et moi aussi, qui est 6e dan. Il y a Maître Amalou, qui est directeur du développement. Il y avait aussi Aït Mouhoub Karim, il y avait M. Sali. Donc, c'est des anciens internationaux. On a terminé notre carrière de compétition. Donc, on est dans la commission. Vous avez terminé votre carrière de compétition, mais vous continuez quand même. Oui, je continue la compétition. Excusez-moi, je commence à travailler, bien sûr. Le judo, l'art martial en particulier. Jamais les arts martiaux. Jamais de la vie, parce que le judo, c'est une école de la vie. On ne peut pas s'arrêter à la vie. Donc, il faut toujours continuer, il faut toujours transmettre ce que nos prédécesseurs nous ont donné. Et quand la fédération nous fait appel, on doit être à sa disposition, parce que c'est pour développer le mouvement sportif national en particulier. Et le judo, quand la fédération nous appelle, on ouvre les bras, et elle ouvre les bras aussi. C'est réciproque. Voilà, c'est réciproque. Alors là, vous me tendez la perche par rapport au judo, qui est une école de vie. Il faut dire que le judo est recommandé par l'UNESCO elle-même comme meilleur sport, particulièrement pour les enfants, n'est-ce pas? Donc, qu'en est-il justement de la part des enfants? On sait aujourd'hui que nos enfants, et depuis quand même de longues années, que les parents, quand ils veulent généralement orienter les enfants vers un sport, c'est toujours la natation ou le judo, ou les deux en même temps. Donc, c'est vraiment... Il faut dire que c'est une culture quand même qui est ancrée, la culture du judo elle-même. Exact. Notre société, surtout en Algérie, pour les parents, moi en tant que technicien, quand ils viennent s'inscrire, le parent ne doit pas choisir, si j'ose dire, la discipline pour son fils. Un enfant dans la société, surtout à bas âge, il doit faire du sport. Le judo, la natation, le basket, le volley, tous les sports sont bons. Donc, il peut se tâtonner pendant un mois, faire 3-4 sports. Que les parents, je lance un appel, ne pas empêcher les enfants de tâtonner, de choisir un mois basket, ou bien le judo, ou bien le karaté, ou bien taekwondo, ou bien la natation. Donc, l'enfant, avant son âge de puberté, il aime découvrir. Donc, on le laisse pratiquer, puis il va s'orienter de lui-même. Il va s'orienter de lui-même. Le but, c'est que l'enfant, quand il sort de l'environnement, il a un environnement familial, il a un environnement scolaire, il doit découvrir un environnement sportif, hors que celui de l'école, la rigidité, il doit avoir... Voilà. Qui est complémentaire d'ailleurs. Très, très complémentaire. Très, très complémentaire. Donc, il faut que nos enfants, que les parents... prennent conscience que la pratique sportive, pour un enfant surtout bas âge, c'est très très bien pour son éveil, c'est pas pour sa coordination surtout, parce qu'un enfant, quand on développe sa coordination, sa motricité, on développe aussi son éveil. Et ses relations humaines aussi, sa bonne santé, il va être à l'avenir un citoyen en bonne santé. Quand il y a un citoyen en bonne santé d'esprit et du corps, donc il est productif.
Voilà, donc c'est très important, la pratique sportive à bas âge. Alors, je conseille tous les parents. Alors justement, il y a aussi un travail de la part de la fédération elle-même qui se fait au profit des enfants, au profit justement de l'accompagnement, de l'encadrement des enfants pour en faire des seniors et des experts comme vous. Ah, mais bien sûr, c'est grâce à mon maître Allah yarhamou, et à la fédération aussi. Ce qu'on est, la fédération a beaucoup contribué à notre formation. D'ailleurs, nous avons comme MLO un conseiller au sport qui est connu dans le judo. Il est directeur du développement. Il est en train de faire un travail extraordinaire comme le directeur technique Sba. Il était un ancien champion d'Afrique, 6e dan. Donc, il y a toute une armada d'anciens et de conseillers qui enveloppe la direction technique, et chaque département s'occupe de ça, surtout le développement. Nous avons une équipe nationale minime, il y a des entraîneurs qui font périodiquement des stages, il y a des arbitres, donc il y a tout un travail, une fourmilière qui est toujours pour le développement du mouvement sportif national, et en particulier, et toutes les fédérations sont comme ça, hein, pas uniquement la fédération algérienne de judo. Hein. On est tous conscients du travail qui nous attend pour les enfants de notre société. Pour la promotion aussi du sport. Donc on rappelle que la 43e édition des championnats d'Afrique de judo se déroulera donc du 26 au 23 mai prochain. Donc ça va se faire dans la wilaya d'Oran. Vos attentes, un dernier mot par rapport je souhaite pour l'équipe nationale algérienne qui va entamer la deuxième phase du tournoi Open de Tunis, une réussite. Ils sont classés par médaille parmi les premiers pays. Ils ont la première place. Que je souhaite, et j'en suis sûr et certain, qu'ils vont rester dans la première place. Et bon courage pour le directeur technique et tout le staff technique et l'entraîneur national Moussa et toute la fédération, le président de la fédération, les soigneurs et tout. Courage. Merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Je suis très honoré, merci. Monsieur Saïd Smah, donc vous êtes directeur technique de l'école Judo Samouraï, vous êtes également expert en kata. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Continuons donc toujours avec le sport. Donc on a dit, le sport c'est une école de vie, mais c'est aussi un moyen de faire de la sensibilisation justement pour prévenir plusieurs maladies. Hier, il y a eu un tournoi de beach tennis justement dans le cadre de la sensibilisation. Et c'est Leïla Benaïcha qui s'y était rendue et elle nous a fait cette couverture. On se retrouve juste après. À Ain Taïa, le tennis en général et le beach tennis en particulier a connu un certain recul. C'est pourquoi l'association Sahel Riyadi de Ain Taïa veille à relancer la discipline en impliquant les citoyens et les instances concernées. Ain Taïa, sous l'égide de la Fédération algérienne de tennis, en partenariat avec l'APC de Ain Taïa et la Fondation Mayra des maladies auto-immunes. Dans un cadre agréable et convivial, les participants et les invités ont pu profiter d'un menu riche en activités. Expositions artisanales, initiation des enfants au tennis et différents ateliers. L'événement comprend plusieurs ateliers. On a fait des expositions, une expo-vente pour les malades, pour les malades auto-immunes, des terrains de beach tennis, un terrain pour les petits-enfants de mini-tennis, dans le but de promouvoir le beach tennis en plein air. La Fondation Mayra s'est voulue par sa participation un vecteur de sensibilisation aux maladies auto-immunes invisibles et rares, aussi d'intégration des malades au sport à l'air libre. On a été invité par le Beach Club Tennis pour parler de notre fondation, Fondation Mayra, pour les maladies auto-immunes invisibles et rares en Algérie.
Moi-même, je suis atteinte, je suis la présidente de la fondation. Ou comme les membres TANA, ils sont atteints de ces maladies. On fait de la sensibilisation pour ces maladies. Ou on voulait changer de cadre, parce qu'on connaît la nature, parce que c'est important de parler des maladies, mais de s'amuser en même temps. Et le deuxième point, pourquoi le Beach Club Tennis? Parce que pour intégrer le sport, pour montrer les gens qui sont malades que c'est possible de faire du sport à leur rythme, bien sûr. Et on a aussi participé avec une expo vente artisanale. Pourquoi l'artisanat? Parce qu'en étant malade, Anna, personnellement, je me suis retournée vers tout ce qui est produits naturels et tout, la nature, et ça fait du bien. Voilà. Au menu de cette journée, une exposition vente artisanale où le produit bio qui va de pair avec la santé est en vedette. Pourquoi la bougie parfumée, les produits cosmétiques naturels? Parce que ça aide la personne. Les produits naturels ont avant tout des propriétés. Chaque plante a une propriété. Comme par exemple le ylang ylang, qui est une fleur asiatique qui est connue pour ses vertus calmantes, relaxantes, sédative et qui peut même soigner des dépressions. Alors, mesdames et messieurs, il faut se renseigner sur les produits naturels et les utiliser. La pratique du beach tennis et autres sports à l'air libre est vivement recommandée pour la santé et surtout pour le moral. Alors, à vos raquettes. Et voilà, donc de retour sur le plateau. Oui, effectivement, on parlait encore une fois du Covid parce qu'il y a quand même une accalmie, Nabila. Oui, justement. On disait attention, le Covid reste quand même imprévisible, il faut encore faire attention. Et qui avait dit ça? Hani. Oui, oui, Hani, hier, mon fils m'avait dit, il me disait, j'attends notre confinement. Les enfants. Ils ont face à c'est devenu une espèce d'habitude pour eux. Là, ils ont acquis ça. Et moi, tout le monde, dans mon optimisme, je disais non, alhamdoulilah, il y a une accalmie. Il fait, tu sais, mais le Covid est imprévisible, là, on ne s'attendait pas. Je dis, ouais. C'est vrai. C'est ça. C'est comme dirait une amie, à chaque fois, Nabila, en ce moment, c'est le creux de la vague. Sortons, mangeons, embrassons-nous. Profitons de la vie. Profitons. Mais bon, Inch'Allah, vraiment, c'est ce qu'on espère. Nabila, bonjour. Amis du jour, bonjour. Comment ça va, Nabila? Ça se passe bien, Nabila. Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Nabila, aujourd'hui, tu as choisi de nous emmener pas au sud comme à l'accoutumée. Oui. Mais là, on va aller dans une ville plutôt côtière. Exactement. Donc là, ça va être. On va aller à Skikda. On va aller du côté de Skikda. Côté de Skikda, c'est Méditerranée. Exactement. Ça fait partie des endroits paradisiaques du pays. J'avoue. Exactement. Et donc. Allez, je vais vous faire une petite confidence, c'est un petit bout de moi. Pourquoi? Parce que c'est la terre et le village natal de mon papa. Et du coup, Allah yarhamou, donc c'est la famille Abada. Et du coup, il y a Beni Fergan, c'est la plaine. Et plus au sud, enfin en bas, c'est la plage. Donc très très jeune, moi je partais très 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 jeune, j'avais un contact assez particulier avec la mer et donc avec la nature. Et on partait bivouaquer là-bas. Et donc je pense que le sens de l'aventure, du bivouac a commencé déjà très jeune. Très très jeune et on appréciait, c'était très agréable. Passons. Et du coup, Ouedzhor, cette fois-ci, je suis partie comme une espèce de pèlerinage parce que ça faisait un moment que je ne suis pas repartie là-bas. Donc on partait souvent et Hadilmara, je suis partie à travers Escapade. D'accord. Et donc je vais vous emmener parce que c'est assez, je pense que c'est 8 minutes. Donc Ouedzhor, c'est entre Skikda ou le Kolo. Ah. Voilà. Donc, après, Skikda, Beni Fergan, ça a toujours été ou la wilaya de Constantine, Skikda, à chaque fois, on s'arrache cette région parce qu'elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et les gens qui viennent de là-bas sont exceptionnels. J'avoue. Ouais, ceci expliquant cela. Le pourquoi du comment, finalement. Et voilà, maintenant, on comprend. Voilà, c'est Ouedzhor, c'est Beni Fergan. On y va? Heya, yallah. نخلي 50% ولا je le garde? شوفي surtout les débuts c'est des images incroyables تاع الدرون. 50% aujourd'hui je vais laisser. Non ضربة. Allez, on y va. On y va. شوفي
Alors on vient de quitter El Qol avec un pincement au cœur quand même avec l'équipe, mais nous avons rendez-vous avec Fouez, représentant d'une association à Oued Zhour. Oued Zhour est une commune qui se trouve entre El Qol ou Jijel, et c'est un endroit particulier à mon cœur. Alors, on est arrivé à Oued Zhour, vous avez vu ce fleuve qui arrive dans la mer. Et là, on est avec Bouzid, il nous a pris sur son embarcation. On se dirige vers Toumia. واش راهم يصيدونا عليه؟ راهم يصيدوا في الحوت هنا، راهم يصيدوا في الليمو، في الدورات. كاين هنا كاين بوري. هنا معروفة هنا. معروفة يعني هذا واش كاين هنا، ما كانش. كاين بزاف معروفة بالحوت هنا. معروفة سوق. يعني شفت ces deux touristes, donc je vais voir pour savoir ce qu'ils font. Bonjour. Je vous ai vu de loin, je vous ai fait coucou, vous avez répondu à mon salam. Oui. Vous êtes seul au monde, c'est des rebelles prisonniers ou pas? Ah, il y en a deux. Un jeune là-bas, mais pas mieux. Mais dites-moi, vous êtes là pourquoi? La pêche, la chasse et la pêche et passer du temps. Passer du temps. On a un plongeur qui Vous êtes venu tôt ou là comme... Ah, sur place, on a passé la nuit. Vous avez passé la nuit? Oui. C'est super, ça vous faites ça souvent? Extraordinaire. Vous faites ça souvent? Oui, souvent. On est même de la région. Chaque week-end. C'est pas très loin. Presque chaque week-end. Vous êtes d'où? Liforgan. Liforgan, ce n'est pas loin. On revient toujours à la frontière. Voilà, à la frontière. Et vous? De Constantine, vous arrivez de Constantine. Grip. C'est super. C'est mon beau frère. Allah yubarak. Allah yubarak. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à... Je vous ai vu, bon là comme on a Qadin, vous avez passé la nuit et tout, vous avez voulu lancer un coup de gueule. Ah oui. Par rapport à ça. Regardez, il faut voir l'état de la plage. Oui. Bon, de toutes les plages, parce que tout le littoral, il est vraiment catastrophique. Oui. Les gens n'ont aucune conscience. C'est ça. C'est vraiment un drame. Regardez, il faut voir. C'est ça. Même quand ils essayent de faire un feu de camp ou un camping sauvage ou un truc de genre, ils sont vraiment. C'est un drame. Si juste vous faites un petit saut jusqu'à les buissons, vous verrez. En plus de la poubelle, C'est dommage, on voit le sable comment il est fin. C'est beau. Dahab, exactement. Dahab, après maintenant il est couvert de plastique. Il reste toujours le problème de l'écologie et de la propreté. C'est un grand problème, c'est un drame. C'est un crime contre le... Il faut sensibiliser, faire un appel, voilà. Non, Il faut sensibiliser. Non, c'est une question de... Chaque personne doit être consciente. Ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème au niveau de la mer. Les gens qui pêchent. Alors, déjà, il y a aussi les gens qui pêchent près de la côte. Regarde, comment on dit des filets avec des mailles très fines. Des filets, presque partout. Ça laisse pas le développement. C'est interdit normalement. Donc c'est pour le poisson, le petit poisson, vraiment c'est... Il faut vraiment régulariser les gens. C'est criminel, c'est une catastrophe. Il y a un problème de régularisation. Merci d'avoir répondu à mon... Coucou. Ça nous a fait grand plaisir. On a trouvé à la plage, on a trouvé deux passionnés de pêche et d'écologie s'il vous plaît. Allez, maintenant on continue, c'est-à-dire qu'on reprend notre barque et on continue. Alors avec Bouzid et Ali aux commandes, j'ai passé un moment merveilleux, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié aussi les images de Michel.
الحمد لله. شنو هذا؟ هذا الغداء تاع الديار. هذا الغداء mais qu'est-ce que c'est que ça؟ واش هذه surprise؟ Oui. عادة ما كاينش من بعيد. moi je pensais que c'était des sandwichs mais c'est pas un sandwich بعدا. لا غالب انت بالك ما تشوفيش مليح ولا ما كاينش المرقه. Alors, il a fait une caisse de frites, il a préparé déjà une salade. Donc on va essayer de découvrir ou là on découvre ensemble? On découvrira ensemble. خليو تشوفوا عمار واش راهم يديروا. ان شاء الله. لا انت ما كاينش فيها. ما كاينش مع بعضها. واه كيف دخلت هي ديالها تجي مع بعض. لا مع ابن عمي انا كيف هذه. لا هذه تعمريها. Ça c'est l'œuvre de Amma. Alors, وشنو هذا poisson étouffé ولا كيفاش نعيط له؟ هذا سبادو. ايه وكيف درت له؟ مشوي في الالومنيوم. مش باش راك تقول سبادو. هذا سبادون. هذا واش كاين؟ كاين سبادو ليمو دورات وصال. بوري. Ouais. صافي دير السين. Vous avez compris. Salim. À l'attaque. Sûr. Je n'ai coupé parce que je n'attaque. Parce que c'est pas ça, tourner ou n'attaquer. Mais je حاب يشوفوني كي نطاق. ولا نفرج. Khatli, tu reviens. Oui, tu reviens. Nakhat, tu reviens toute seule. Allez, on revient là, t'es sûre? T'as vu? Oui, je reviens. Rahmat Rabbi, hein. Rahmat Rabbi, oui. C'est un tout, c'est un tout. C'est là où j'ai passé toute mon enfance. Donc j'ai toujours eu ce contact avec de l'eau cristalline, transparente, avec du sable fin, doré, du poisson à volonté. En fait, Nabila, je voulais te dire un truc. C'est quand même un petit peu paradoxal, hein, parce que finalement, voilà, tu as passé toute ton enfance dans un endroit quand même paradisiaque, hein, il faut le dire, là, on l'a vu, on a pu le découvrir à travers les images. Mais quand on parle de Nabila Abada, c'est toujours Nabila Abada, le sud. Oui. Donc finalement, c'est un contraste. C'est un contraste, c'est un équilibre. Moi, je dirais que c'est un équilibre. Bon, j'ai passé mon enfance, c'était pendant les vacances, hein. Je n'ai pas vécu là-bas. On partait parce que voilà, papa voulait nous faire découvrir la terre familiale. Mais aussi, j'ai vécu et je vis aussi pas très loin de la mer. Mais le sud, la dernière fois, j'étais en train de me dire, mais qui m'a fait découvrir le sud pour la première fois? Mais en fait, c'était ma mère. Elle ne le sait pas. C'était ma mère, c'était les vacances avant le bac. J'avais refait mon bac et elle était très énervée. Parce que j'avais pas eu mon bac la première fois. C'était une catastrophe. Du coup, les vacances de printemps, il y avait une espèce de délégation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils avaient pris comme ça quelques étudiants au Kamel. Et là, c'était le déclic, le coup de foudre. Et depuis, et le Sud, après, ça a été, c'est une histoire assez incroyable parce que le Sud a été là pour moi, pour penser toutes mes blessures, tous les mots, MAUX. Le Sud était là, le pansement. Donc, elle pour parler de la maman, mais c'est elle. J'espère qu'elle nous regarde ce matin. C'est toi, maman. Eh ben voilà, j'espère qu'elle nous regarde au moins, qu'elle sache qu'elle a une grosse, belle responsabilité finalement à ton rapport avec le Sud. Alors, on va revenir quand même à la ville côtière, on va revenir quand même à Skida. Nous avons vu donc des endroits complètement féeriques, là où tu nous as emmenés, mais ce qui est quand même, on va dire, un gros pincement au cœur et aussi quelque chose qui reste quand même décevant, c'est un petit peu la pollution, on l'a vu, donc là tu as tenu finalement à mettre le doigt dessus. C'est ça, parce que Escapade, nous on a l'habitude de montrer comme ça de belles images, de faire évader un peu les gens, leur faire un peu oublier le tracas du quotidien, mais là c'était vraiment flagrant. C'est une plage inaccessible. Voilà. Il faut aller en la barque. Et donc, je voyais les gens, et même les gens qui étaient là-bas, qui bivouaquaient, qu'ils étaient déçus de voir ça. Donc, il fallait montrer ça et il fallait sensibiliser par rapport à cette question. Qu'il y ait une espèce de conscience par rapport à ça. Et bon, ça, c'est le rejet de la mer. Hein. Donc, c'est ceux qui sentent la mer.
je parle, enfin je suis désolée, je parle des pêcheurs, je parle des touristes qui passent. Donc voilà, après quand la mer, il y a l'espèce de rejet et du coup on a ce genre d'image qui n'est pas du tout appréciable ni agréable. Voilà. Et donc, j'espère que ça a fait tilt comme ça. C'est comme ça, enfin, pas dans toutes les plages côtières, mais bon, il fallait qu'on en parle. Voilà. Voilà, effectivement, ça reste quand même un message fort qu'on va faire passer. Mais sinon, Nabila, il faut dire qu'il y a aussi des courants internationaux, donc ça vient d'un peu partout du monde aussi. Parce que ça reste quand même un fléau mondial. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je fais partie des gens, c'est toujours à cause des autres. Nous avons une part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité, même si c'est venu d'Espagne ou d'Italie ou de je ne sais où. Mais c'est arrivé sur ma plage. Donc moi, je la part du colibri. Ah, justement, mais c'est ça en fait. Oui, c'est ça en fait. Alors justement, là, on va quand même revenir aux belles images, hein, parce que moi, je suis restée quand même là-bas. J'y compte rester quelques instants encore du moment que tu es là. Alors, Nabila, donc on a dit que c'était des plages inaccessibles. Il faut dire que dans les côtes algériennes, il y a beaucoup de plages qui sont inaccessibles. Il faut y aller plutôt avec la barque. C'est ce qui t'est arrivé. Donc là, on parle finalement, on met l'accent un petit peu sur la convivialité, on va dire, des gens de la région, parce qu'il avait fait juste, suffit que tu fasses un petit coucou, que très vite on t'invite à la balade. Mais c'est ça, hein, c'est la personnalité algérienne, c'est l'Algérien de toutes les manières. Donc oui, elles sont inaccessibles les plages, je vais dire tant mieux, parce que ça reste aussi, il y a une part c'est des plages qui restent très belles, très propres et vierges. Voilà. Donc c'est vrai, bon, pour ceux qui n'ont pas de barque, pour ceux qui n'ont pas ce genre des petits bateaux, là c'est vrai que ça c'est Sahara, mais on peut aller à la nage, on peut louer une petite barque ou là, mais voilà, ça reste inaccessible. Et pour revenir à la convivialité, oui, en passage, on voulait avoir, on allait vers une autre plage, on s'est beau à deux personnes, moi j'ai machinalement, spontanément, je dis salut, قالوا لك salut وقالوا لنا يا روحوا قلت لهم يلا دوروها منا et c'était tant mieux parce qu'on a trouvé c'est un médecin et c'est un ingénieur, il nous en parlait de la région. Donc là on voit Oued Zhour, c'est le fleuve d'eau douce qui vient se jeter sur la mer. Et du coup très jeune, quand on partait à la plage, en sortant de la plage, on ouvre le fleuve, on se rinçait et il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien. Et donc voilà, regarde les images, c'est incroyable. L'aluminium, oui, c'est incroyable. Il voulait pas me dire, je pensais que c'était du maïs. Du maïs, oui, c'est vrai que ça avait quand même la forme d'un boudin comme ça. Exactement, je pensais que c'était du maïs, mais finalement, pour moi, il pêche. À peine il lave même pas avec l'eau douce, hein. Superficiellement comme ça, tout est bon dans le poisson là-bas parce que c'est propre, parce que c'est des plages propres. Et du coup, voilà, l'aluminium à l'étouffer et on a cette merveilleuse vue incroyable. J'ai l'impression de parler toute à la belle comme on dit J'étais très concentrée, bien au contraire. Je sais que c'est assez dur de bon matin de parler de poisson et l'étouffer et tout. Mais non, c'est surtout dur de parler de la mer. Oui, c'est surtout ça. Oui. Non, mais c'est un endroit incroyable. Donc du coup, je disais que c'était entre et donc je disais c'est entre Kolo et Skikda. Il y a Beni Fergan qui est connu aussi pour son liège, ses forêts, sa verdure, son huile d'olive, les oliviers, l'huile d'olive. Chaque année, on ramène Tmak. Et donc voilà, c'est la plaine, c'est la verdure. Et c'est la mer, le bleu azur. Tu sais ce que j'adore à Skikda aussi? C'est bien un fruit particulier. Un fruit très très particulier. D'ailleurs, je ne sais pas si ça existe toujours, mais je sais qu'à un moment donné, c'était chaque année un festival dédié rien que pour ce fruit-là, la fraise. Très particulière. Très particulière, très sucrée. Et on retrouve toujours à Skikda la petite. Parce que là, on a tendance à trouver avec la grande, les cerfs. Bon.
ça permet d'avoir toute l'année des fraises, même si c'est pas 100% bio. Mais la fraise تاع Skikda mazalha et le festival reprend. Et c'est pratiquement pendant le printemps. Le printemps. Voilà, donc très bientôt, on sera servi. Oui, bah écoute, normalement, si tout va bien, bon, je vais pas faire la fraise, mais je vais parler de Skikda et d'autres us et coutumes qu'on connaît pas, que j'ai découvert et j'étais agréablement surprise. Oui, de toute façon, c'est tellement diversifié. Oui. C'est tellement diversifié que effectivement, même dans la région, il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs coutumes. Et... Non, on a l'habitude de partir très souvent à des régions comme ça, mais Malabenache, si les vraies coutumes et c'est ce qui est magnifique finalement dans notre métier aussi, hein, c'est qu'on peut aller là où... beaucoup de chance. Voilà. Et de parler aux personnes directement. Concernées. Et il n'y a pas le voile hadak ou là, je dirais l'aspect protocolaire. On parle naturellement et les gens se lâchent et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, effectivement. Nabila, avec Saha. Allah يسلمك. Bien qu'il me reste encore bien qu'il me reste encore 35 minutes et j'ai l'esprit encore en Méditerranée. Enfin, on est en Méditerranée, mais j'ai encore l'esprit. Elle perd ses mots. Quelque part à Skikda, mais bon. على بالك Nabila, dorénavant, on va s'entendre avec la régie que tu passes en fin d'émission. Tu passes plus en milieu d'émission. لا العظيم ديسيديتو ايه انا ديسيدي ما نقدرش نفوتي انا ديسيدي دونك كيفاش نكمل ليميسيون وفاء هذه وفاء عندها حق الفيتو. Nabila, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci encore une fois pour ce magnifique voyage que tu nous as proposé ce matin. On se voit dimanche prochain, Inch'Allah, pour une autre escapade réglée, les 50% les invités. Merci beaucoup, Nabila. Et on continue, destination Algérie, toujours à la découverte de très belles destinations. Ça sera en compagnie de Sophia Choubani. On se retrouve juste après. Les beaux paysages de l'Algérie restent intacts et les flancs montagneux magiques, mitoyens au rivage lumineux de la côte, témoignent d'une générosité sans égale de la nature. On songe notamment à l'attrait des vestiges romains de Tipaza, donnant vue sur mer qui continue de séduire les yeux et à susciter de l'émoi chez les voyageurs d'où qu'ils viennent. Nous nous trouvons près des thermes ouest de Césarée. Ce site a été construit par Juba II. Il était roi à son époque. Ces lieux symbolisent le luxe et le faste de l'ère romaine. Et ces bains thermaux étaient rehaussés de mosaïques uniques au monde. هذه الحمامات مزينة بفسيفسات نادرة في العالم. L'antique Césarée actuelle cherchait le tombeau de la chrétienne, où les trésors bien conservés dans les musées invitent encore des milliers de visiteurs. Et que dire de l'antique Tabougadi ou Timgad pour ses enfants? Ce sont des témoins millénaires jalonnés d'événements et monuments qui font de l'Algérie un pays aux multiples richesses et sites archéologiques traversés par de nombreuses civilisations et dont l'histoire diversifiée vous laisse muet. C'est le 10e monument en danger au monde entier. D'après l'historien Bakir, c'est une tombe du roi berbère Massinissa ou de son fils Missipsa. Ou qu'il y a des légendes qui disent que c'est une tombe du roi Gaïa. La plupart des sites anciens ont été réhabilités ou en travaux, avec des budgets conséquents dans le but d'une promotion touristique locale et internationale. Le site de Lambès, il a été la ville de la 3e légion d'Auguste, qui était la légion d'Afrique. Elle était installée ici, à Lambès. Et c'est elle qui a construit Lambès. Et c'est pour ça que Lambès est très importante, parce que c'était une ville militaire, c'était une ville, on peut dire, une ville de force diplomatique.
On pense particulièrement à revisiter la ville antique de Djemila à Sétif, une ville dans la ville. Plus au sud, la vallée du Mzab, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, recèle quant à elle un patrimoine architectural très spécifique, avec ses ksours berbères, sa danse palmeraie et ses vieux fougaras. Ô combien ces lieux ont inspiré les peintres, les architectes et les paysagistes qui sillonnent l'Algérie. La pentapole du Mzab demeure néanmoins l'une des wilayas les plus visitées de l'Algérie profonde. À l'extrême sud de ce pays nord de l'Afrique, l'immensité du désert est une halte pour les amoureux du grand ergue saharien. Et ceux qui sont passionnés de bivouac s'attardent de jour comme de nuit et continuent de découvrir en compagnie des Touaregs les montagnes époustouflantes de l'Ahagar et la vallée du Tassilin Hajar. Cette fois-ci à Djanet, c'est vraiment une immersion totale auprès de la population locale. J'ai toujours été attirée par le désert algérien. Mais l'Algérie sans la Casbah, c'est le chaînon manquant au puzzle, malgré les vicissitudes du temps. La vieille cité de la Casbah, classée patrimoine universel de l'UNESCO en 1982, suscite toujours l'émerveillement de ceux qui la visitent. Si la crise sanitaire du coronavirus a impacté le tourisme dans son ensemble, les pouvoirs publics ont concocté un plan de relance dans l'espoir de remettre en marche cette activité puisqu'elle représente une ressource de revenus en devises et en dinars, mais aussi une croissance. Et voilà, c'était donc Destination Algérie en compagnie de Sophia Chouban. Cette fois-ci, direction au niveau du Palais de la Culture. Moufdi Zakaria, là, une très belle exposition se tient de deux grands artistes algériens. Il s'agit donc de Monsieur Mansaf Kita, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, vous exposez en ce moment au niveau du Palais de la Culture Moufdi Zakaria en compagnie donc, de Mustafa Aden qui n'est pas aujourd'hui parmi nous. Donc, Monsieur Guita, il faut dire que cette exposition donc, regroupe vos œuvres des 3 dernières années. Oui, à peu près, oui. Bon, l'occasion aussi pour balayer un peu les travaux de Guita sur les 3 dernières années. Bon, voilà, et puis on invite le public non seulement à visiter, mais aussi à donner son avis. Voilà, alors justement, les 3 dernières années, on pense toujours à la situation sanitaire actuelle, parce que c'est ce que nous avons vécu ces 3 dernières années pratiquement. Absolument. Alors, est-ce que ce sont des œuvres qui ont rapport avec cette période? Absolument, oui, oui. Il y a même un tableau que j'ai intitulé « Viral ». Viral en référence bien sûr à ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le virus du Covid. Et il y a aussi d'autres tableaux qui parlent de la harga aussi. Oui. Voilà, qui représente... Qui reste quand même un phénomène, absolument, un fléau, on va dire, de la société. Et qui va encore durer malheureusement, qui représente un peu les exilés, exilés à la fois dans leur pays, mais aussi dans leur fort intérieur. Et voilà, donc un peu, ce sont des sujets qui nous interpellent chaque matin. Effectivement, c'est ce que vous essayez donc d'exprimer à travers Absolument. vos œuvres. Alors, Monsieur Kita, il faut dire que quand même vous avez un très long et très riche parcours en matière d'art, en matière de peinture. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette exposition pourrait constituer une passerelle entre votre génération et la jeune génération des artistes montants? On l'espère bien. Les visiteurs sont très nombreux à être jeunes. C'est des jeunes. Il y a même eu la visite des étudiants des Beaux-Arts, et en espérant que ça va peut-être leur donner des idées, ça va un peu peut-être les motiver, de façon à ce qu'ils puissent un peu persévérer dans la vocation qui est la leur, et en espérant aussi éveiller des vocations chez les plus jeunes,
parce que entreprendre une visite dans une galerie de peinture est toujours, comment dire, révélateur du regard que portent les gens sur la peinture. Et ça ouvre un peu l'esprit, et c'est ce qu'on espère du moins, c'est cet engouement que les jeunes peuvent avoir pour tel ou tel créneau artistique. Et justement, c'est ce que vous me disiez pendant que le reportage de Sofia Chouban passait. Les étudiants sont, on va dire, en face ou on va dire en contact avec deux différentes écoles. Donc vous, Absolument. autant qu'autodidacte, et M. Aden, donc autant que beaux-artiste. Absolument. C'est en ce sens que l'exposition actuelle est riche et enrichissante en même temps, parce qu'il y a un autodidacte que je suis, depuis maintenant plus de 40 ans. Oui. Et il y a en face M. Aden, qui est aussi peintre, artiste peintre, mais qui touche aussi à d'autres techniques, l'émail, etc. Et c'est cette, comment dire, c'est cette confrontation entre deux peintres qui est extrêmement intéressante. Confrontation complémentaire aussi. Hein. Oui, une confrontation, mais pas en termes de concurrence, de rivalité, mais en termes de complémentarité. Les artistes, à mon sens, sont fédérateurs. Et de cette façon-là, les différents courants artistiques qui peuvent être représentés par M. Aden et Guita ne peuvent que se compléter. Et c'est en ce sens que le travail des deux constitue une richesse pour l'invité qui est le nôtre au moment de son passage dans la galerie. Effectivement, et M. Guita, là, nous sommes en train de découvrir quelques œuvres qui sont en train de défiler à l'antenne. Alors, vous avez une manière très particulière de représenter la femme. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est une anecdote que je ne cesserai jamais de raconter, M. Guita, parce que mon premier article journalistique que j'ai écrit à l'âge de 8 ans, c'était sur votre exposition. Vous étiez encore élève, oui. Et le premier tableau qui m'appartient finalement, qui m'a été acheté à moi, c'était La jeune fille. Alors, ce n'était pas ce bleu-là, non, mais c'est un peu le style. Il était plutôt marron, jaunâtre. Oui, le thème de la femme est récurrent chez moi parce que vous avez une particularité on ne va pas développer le thème de la femme. Il a été tellement, bien sûr, étudié, analysé, etc. Mais c'est un sujet qui revient en permanence dans mon boulot, dans mon travail. Mais c'est la femme algérienne. C'est la femme algérienne typique, traditionnelle. C'est aussi bizarre que cela puisse paraître. Je ne montre jamais des femmes de type occidental ou de type slave ou autre. Ce sont des femmes typiquement algériennes qui sont nées de mon imagination. Ce ne sont pas des copies de portraits que j'ai sous les yeux, mais ce sont des femmes que j'imagine avec leurs habits traditionnels, leurs bijoux, etc. Et aussi, il y a toute cette fibre maternelle que vous mettez toujours en avant. Oui, aussi bien la fibre maternelle que la fibre filiale, puisqu'il y a et l'amour maternel et l'amour filial. Et de ce fait, j'essaye un peu, pour ne pas me répéter, de sortir un peu de ce thème de la femme en explorant d'autres champs possibles, en allant de plus en plus vers l'abstrait. Voilà, de plus en plus vers l'abstrait. Et c'est très poétique, hein, ce que vous faites aussi. D'ailleurs, c'est ce qui a fait naître, on va dire, ce beau livre, donc qui a un titre très particulier d'ailleurs. Oui. Alors cela vient de l'union ou du mariage entre la poésie et la peinture, parce que des critiques d'art parlaient souvent, en parlant de ma peinture, de peinture poétique. Et de cette façon-là, c'est tout à fait, artificiel de scinder ou de cloisonner les différents champs d'expression artistique. Que ce soit la poésie, que ce soit la peinture, ce sont deux domaines d'expression d'une sensibilité donnée. Et puis, j'ai imaginé donc à la fois des textes et des peintures qui se recoupent. C'est-à-dire qu'on peut parler de poésie picturale et aussi on peut parler de peinture poétique. C'est-à-dire que les deux domaines d'expression artistique se complètent et se scindent pour donner la penthusie
qui est une peinture poétique et pour donner la poéture qui est une poésie picturale. Picturale, voilà. Et justement, pratiquement les images que vous avez choisies de vos tableaux sont toutes donc accompagnées de textes poétiques. De textes poétiques, oui, parce que... Vous avez écrit vous-même? Bien sûr, oui. L'exercice de la poésie est plus sporadique. Je n'écris pas tout le temps. J'écris tous les 6 mois, tous les ans, etc. Tandis que la pratique de la peinture, elle, est pratiquement quotidienne. Hein. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait de la peinture. Voilà. Surtout depuis votre retraite, vous depuis avez dit ma déjà... retraite, oui. Je suis à la retraite depuis l'âge de 46 ans. Donc voilà, j'étais le plus jeune retraité d'Algérie. Voilà, donc j'étais dans ce qu'on appelle l'administration dite supérieure. Oui. C'est un trou noir, hein, c'est une grotte dans laquelle on évolue difficilement parce que vous rentrez au bureau à 8 heures et vous en sortez à 8 heures du soir. Donc là, avec tous les problèmes que cela suppose, il a fallu tout de suite trouver un palliatif, c'est-à-dire quitter cet antre noir et me diriger vers la couleur et la forme, et ce qui n'est pas plus mal. Voilà, donc vous êtes parti, on va dire, à l'autre bout. Donc c'est une reconversion, j'ai envie de dire, à 180 degrés. Absolument, finalement. absolument. Mais sinon, Monsieur Guita, il faut dire que vous avez une technique de peinture très propre à vous. Donc très vite, on reconnaît vos œuvres. On n'a même pas besoin de savoir, mais très vite, on sait que c'est vous. Une signature Guita. Voilà, une signature Guita. Voilà, j'espère que bon, ça plaira au public visiteur. C'est toujours le couteau? Le couteau, le pinceau, oui, même les supports sont tout à fait différents. Oui. Je peux travailler sur le papier, sur la toile, sur le bois. Selon l'inspiration du moment? Absolument, absolument. En utilisant l'acrylique, comme c'est le cas ici, en utilisant le fusain, en utilisant la peinture à l'huile. Je ne lâche absolument aucune technique. Au contraire, je suis en train maintenant d'essayer de découvrir d'autres techniques et en allant aussi vers d'autres thèmes parce que il ne faudrait pas quand même rabâcher les mêmes thèmes. Voilà, celui de la femme, celui des paysages, celui de l'urbanisme, celui de l'arbre en général. J'ai travaillé énormément le thème de l'arbre, mais tout l'effort est à faire pour essayer de trouver de nouveaux thèmes et de nouveaux champs d'expression. Voilà. C'est toujours selon l'inspiration du moment. Absolument, toujours. Absolument. C'est cette remise en cause permanente qui permet un peu d'avancer, qui permet d'évoluer. Voilà, mais sinon, Monsieur Guita, quel est un petit peu votre rapport aujourd'hui avec les jeunes artistes? Il faut dire aujourd'hui que les jeunes se tournent beaucoup vers l'art, se tournent beaucoup vers la peinture, que ce soit comme une passion ou comme un simple échappatoire. Finalement. Oui, absolument. On était il y a 45 jours à Tlemcen et on avait un peu animé la Maison de la Culture de Tlemcen, avait organisé il y a 45 jours des sortes de stages et de rencontres de plusieurs écoles d'art au niveau de Tlemcen. Donc, puisqu'on était sur place, on visitait régulièrement les ateliers de ces jeunes-là qui venaient d'un peu de partout, d'Algérie, de Constantine, d'Annaba, etc., de Tlemcen, de Tizi Ouzou, d'Azazga, de l'école d'Azazga. Et de ce fait, on a bien discuté avec eux et puis ils étaient extrêmement réceptifs. On passait avec Tana, Bourdine. Ils étaient très contents d'abord de nous recevoir, de nous voir parmi eux. Et puis, il y a eu un échange, puisque dans la salle à côté, nous, on avait exposé. On était ce qu'on considère, entre guillemets, de vieux peintres, de vieux routiers de la peinture. Et eux, et donc, on passait au niveau de leur atelier, on discutait, on leur donnait, entre parenthèses, ou entre guillemets, un petit coup de main. Et ils étaient très, très contents de nous recevoir et de recevoir nos avis. Ah, beaucoup de questions se posent, absolument. J'imagine. Oui, ils étaient absolument contents. Ça se passait très, très bien. Et j'aimerais quand même signaler la générosité du peintre. Comme celle de l'enseignant. Je fus dans une autre vie enseignant, et si on n'est pas généreux, on ne peut pas être un bon enseignant. Oui, de la même manière, si on n'est pas généreux dans sa peinture, on ne peut pas être un bon peintre. Je suis convaincu que
La générosité, c'est la qualité et la vertu première et de l'enseignant et de l'artiste peintre. Effectivement, ça reste quand même une culture de partage. Il faut tout donner. Comme on dit, l'artiste, c'est quelqu'un qui a un musée dans la tête. Et tout le problème consiste à faire sortir les pièces du musée qui sont dans la tête de l'artiste et de les mettre à la disposition du public. Voilà, effectivement. Alors là, les ateliers que vous avez animés, donc vous avez dit à Tlemcen il y a quelques jours de cela, donc on a vu que c'est vous qui partez donc vers ces jeunes-là, vers ces ateliers. Oui. Est-ce que les jeunes aussi viennent vers vous, ils viennent vous poser des questions, ils viennent se faire encadrer? Absolument. Mon atelier est ouvert à qui veut bien visiter Guita. Et je profite de l'occasion pour dire que je suis en train de préparer un petit espace chez moi, là où je suis, au niveau du premier étage. Non seulement un espace d'exposition pour les peintres qui veulent bien présenter leurs œuvres chez moi, mais aussi un espace de rencontre. J'imagine la formule suivante, toutes les 3 semaines, tous les mois, on organisera des tables rondes comme ça, ouvertes, pour qui veut bien discuter de l'art, débattre un peu des thèmes de la thématique artistique et se rencontrer comme ça autour d'un bon café, en mettant bien sûr un enregistreur à côté, et puis discuter à bâton rompu pour, comme ça, de choses et d'autres. Beaucoup d'artistes sont absolument séduits par l'idée. En pensant à Bourdine, en pensant à Nedjaï, en pensant à Akasha. Tous sont partants pour que l'on puisse un peu discuter de l'art comme ça, de façon décontractée. Voilà, oui, et puis en espérant quand même laisser des traces audio aux autres. Voilà, on pense quand même organiser ces tables rondes. Parce que malheureusement, il n'y a pas d'espace de rencontre entre artistes. Il n'y a pas d'espace de rencontre où on peut comme ça discuter pendant 1 heure ou 1 heure et demie à bâton rompu. En signalant quand même que l'expression à bâton rompu n'est pas très bonne parce que on ne casse pas les bâtons, au contraire, on essaye de construire. Voilà, mais sinon, il faut juste rappeler que l'exposition se tiendra jusqu'au 26 mars. Inch'Allah. N'est-ce pas? Oui, absolument, oui, c'est ce qui est prévu. Voilà, donc on reçoit tout le temps des gens très intéressants. La peinture, encore une fois, est fédérative. Il y a des rencontres très intéressantes avec les gens de tous horizons, de tous bords. Et ça nous permet un peu d'échanger sur l'état du pays, sur l'état de la culture chez nous en Algérie, l'état de la culture dans le monde et ainsi de suite. Et voilà, et surtout, encore une fois, penser à comment promouvoir encore plus et surtout inculquer l'art aux jeunes générations. C'est le souhait le plus cher que l'on puisse faire, c'est de léguer quelque chose à nos jeunes. Voilà, là, on estimera que notre rôle est réussi. Voilà. Si on arrive à léguer un tant soit peu ce que l'on peut léguer aux jeunes générations. D'autant plus qu'il y ait quand même des écrits. Monsieur Guita, vous n'êtes pas à votre premier livre, vous n'êtes pas à vos premiers essais il y aura une suite, d'écriture. Il y aura une suite, Inch'Allah. Il y aura une suite. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous, Monsieur Moussaf Guita, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, on rappelle que votre exposition, en compagnie donc, aussi de l'artiste peintre Mustapha Adden, se tiendra donc jusqu'au 26 mars et c'est au niveau du Palais de la Culture. Oufdi Zakaria, merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Cette fois-ci, donc Mustapha Adden n'est pas parmi nous ce matin, mais Samira Hadjam l'a rencontré lors d'un portrait que je vous propose de voir et on se retrouve juste après. On dit que dans l'art, la vie seule intéresse, mais dans la vie de Mustapha Adden, absolument tout intéresse. Et depuis 60 ans déjà. Nassim, pour moi, c'était une idole. Je crois que c'est... J'ai pas connu Mamri. Mamri est mort, je sais pas longtemps. Ça, c'est des grands peintres. Hemsch, par exemple. Donc, ils n'avaient... Ce qu'ils avaient de particulier, Rassim et les autres peintres algériens qui sont restés, qui n'ont pas été faire, disons, on a été à Paris pour dessiner, apprendre,
ne sait pas vendre, etc. C'est leur choix. Hein. Mais il y a d'autres qui sont restés. Ce spécialiste de l'émo, fondateur du groupe Aouchen, concepteur de la première médaille algérienne, créateur des clés de la ville d'Alger, n'a qu'une seule œuvre accrochée au Musée national des beaux-arts, un lieu où il n'a pourtant jamais exposé. Toujours travaillé. Donc j'ai produit, et produit pour l'État. Là-bas, les musées, c'est des frigos pour moi. Ça n'a rien à voir. Là, je suis très content parce que vous êtes là, vous animez disons, tout ce qui est description, etc. Moi, je le fais avec cœur. Et son message pour l'art et pour les générations d'artistes algériens qui arrivent est clair. Les musées doivent à tout prix être ouverts aux artistes. Évidemment, il y a des problèmes disons de qualité, de choses. Il ne faut pas oublier que quand même le conservateur a des droits de manière à dire non, ça ne va pas, parce que moi j'ai une collection datant du XVIIIe siècle. Il y a des salles pour cela. S'il y a véritablement des peintres à exposer, c'est d'abord commencer par les Algériens. Sculpteur, céramiste, designer et architecte intérieur, Aden Mustafa et tout ça et bien plus. Et son parcours est un modèle de référence dans l'histoire des arts et de la culture algérienne. Et de retour sur le plateau et restant dans l'expression artistique, je vous ai dit ce matin, donc si vous êtes chanteur, humoriste, artiste, artisan, et bien très bientôt il y aura un espace qui vous sera dédié afin d'exprimer, de promouvoir tous vos talents à travers un très beau concept, un nouveau concept qui sera lancé à partir du mois de Ramadan, Inch'Allah. Nous en parlons ce matin en compagnie de Dalal Hadjadj Aoul. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes productrice d'événements culturels. Oui, effectivement. Voilà, et vous êtes accompagnée de Nazir Ben Aïbouch. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes également producteur d'événements culturels. Et audiovisuel. Et audiovisuel. Et bien, marhaba bikoum. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Alors, je perds un petit peu mes mots. Hein. Je vais ouvrir une petite parenthèse très rapide. Alors, je viens d'apprendre que Dalal est la petite fille d'une grande diva algérienne qui a su, donc, on va dire, enchanter le monde à travers sa magnifique voix. Il s'agit de Warda Al-Jazairiya. Juste un petit mot. Un petit mot avant de commencer de parler de l'événement. La culture est toujours là. Et la culture est toujours là. Voilà. Donc finalement, on va dire que c'est un hommage autrement fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est un peu un héritage. C'est un peu un héritage, effectivement. Et là, donc, vous venez avec un événement, on va dire, avec un tout nouveau concept. Oui. Et cette fois-ci, qui est dédié aux jeunes talents qui ne savent pas comment exprimer, comment promouvoir leur talent. Effectivement, on a ouvert le casting il y a 2 jours. On a créé une scène ouverte, donc à Hydra. On va bientôt communiquer l'endroit, on ne va pas tout de suite le faire. C'est vraiment un casting ouvert à toute l'Algérie. Vous pouvez venir de partout, quel que soit votre talent. Quel que soit votre talent. On en jugera et puis il faut s'exprimer, il serait temps de s'exprimer. C'est très culturellement parlant, bien sûr. Voilà, effectivement. Alors Nazim, d'où vient un petit peu, on va dire, l'idée ou le besoin d'ouvrir cette scène à tous ces jeunes talents, tous ces artistes en herbe? Je ne vous montre pas que la décision vient d'abord de notre métier justement de producteur, qui est de repérer, et d'accompagner des artistes. Donc on a eu la chance de discuter avec Adel Mohamsadji qui a bien voulu nous accompagner sur cet événement. Donc notre confrère de la radio, de Jil FM. C'est un plaisir de travailler avec lui, il sait très bien ce qu'il veut, on est sur la même longueur d'onde. Notre objectif est donc d'encourager les gens à pouvoir partager seulement ce qu'ils font. Tout le monde fait quelque chose dans sa chambre. Et aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, on ouvre l'opportunité de le partager avec les gens, éventuellement de les accompagner plus tard, pourquoi pas. Alors justement, Dalal, est-ce qu'il y a des exigences particulières? Est-ce qu'il y a des facteurs particuliers que vous mettez en place justement dans la sélection de tous ces artistes qui voudraient venir évoluer dans votre scène? Sincèrement, il faut juste envoyer une petite vidéo entre 1 minute et 3 minutes. Sur les réseaux, donc de Kahla Show sur Instagram, vous allez avoir tous les liens. Et vraiment, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de critères à part d'avoir du talent.
tout simplement, et de vouloir s'exprimer et de ne pas avoir peur de s'exprimer, surtout, parce que c'est surtout ça qui est compliqué. Il y a beaucoup d'artistes, mais qui n'osent pas. Donc on aimerait les accompagner. Il y a un petit manque de confiance. Exactement, donc on aimerait les accompagner, les protéger, puis les guider, et bien sûr les faire perdurer dans le temps, et leur donner une vraie opportunité d'arriver à quelque chose de concret dans le métier qu'ils veulent faire. Voilà, mais sinon, Nazim, il faut dire que c'est un projet, j'ai envie de dire, un concept très ambitieux, mais aussi qui demande beaucoup de travail, parce que là, je parle de la périodicité un petit peu, ça va être un événement quand même hebdomadaire. Un événement hebdomadaire, c'est un événement quand même qui demande beaucoup d'énergie, j'ai envie de dire, sur tous les plans. C'est notre travail de mettre cette énergie finalement, et on le fait. On a mis en place une première dynamique, donc on lance l'événement pour une première pour le 24 mars, et ensuite chaque semaine on sera là, toujours à vivre notre passion, à partager avec ces gens-là, parce que c'est un plaisir pour nous au final. Ce n'est plus vraiment du travail quand ça devient un plaisir. On s'oublie tellement que des fois on travaille un peu trop. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, hein, fais ce que tu veux et tu n'auras pas à travailler un jour. Absolument. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Ce choix-là qu'on essaie de faire, et c'est vraiment un projet à long terme. C'est-à-dire, c'est pas une tente pour le ramadan, ça n'a rien à voir, c'est vraiment, on le lance pour le ramadan, mais Inch'Allah, ça va être toute l'année. Donc vraiment, on veut montrer tout le monde, le maximum de talents qui viennent. On aura des peintres, des magiciens, des développeurs de contenu, des chanteurs, des danseurs, des acteurs. Si vous considérez que c'est un talent, venez. Et la scène est ouverte à tout le monde. Voilà, très bien. Alors vous avez ramené un teaser, peut-être un peu explicatif, on va dire, fait par Adel. Fait par Adel Hamsadi. Allez, on va le regarder, on se retrouve juste après. مكحله هكذاك ما عندنا حاجه جيسبر راكم بيا تحياتنا لكم اينما كنتم حيثما وجدتم افيك ان بتي سورير الو ليكيب واحد النهار هضرت معاكم قصرت معاكم قلت لكم باللي كاين ان بروجي باش تطلعوا سور سان ومن بعد البروجي هذا كان فاشل مي عاودنا ولينا بقوه وانتم كاع لي زارتيست راكم تشوفوا فينا دي زاماتور كون حابين تطلعوا سور سان كون حابين يعني تعبروا سور سان ما عليكم غير تبعتونا هنايا سور انستغرام ولا فيسبوك تقدروا تكونوا دي شونتور دي دونسور دي كلون دو سان بالك كرياتور دو كونتوني نقدروا نجوزوا الكونتوني تاعكم ولا مام يعني تقدروا تكونوا دي زوموريست دي بون بلاك الو ليكيب بعثونا كامل لهنايا حنا نديروا الكاستينغ تاعنا ونقول لكم وقتاش تجوزوا معنا كيفاش تجوزوا معنا ونقول لكم وين باش نقول لكم وين يفو غاستي برونشي يلا Alors, il y avait une fois où on avait tenu une interview à Adel qui commence à 6h du matin, n'est-ce pas? Adil la femme, on lui dit à quelle heure tu te lèves? Il dit à 6h du matin. Il tombe du lit, le pauvre. Voilà, il tombe du lit, effectivement. Et donc, comme ça va se passer en soirée, donc on imagine qu'il sera quand même à l'heure, n'est-ce pas? Alors, pour revenir encore une fois à ces jeunes talents, est-ce qu'il y a un âge particulier? Ça commence à partir d'un âge particulier ou c'est vraiment ouvert à tous? Non, c'est ouvert à tout le monde, et même si on est mineur, accompagné d'un parent, d'une autorisation parentale, il n'y a aucun problème. Le talent ne commence pas à la majorité, donc il faut, dès qu'il est détecté, si les parents l'ont détecté, envoyez-nous une petite vidéo. Sur les réseaux, il y a toutes les informations, toutes les adresses mail, et vraiment on répond à tout le monde et on voit tout. Voilà, mais sinon c'est vous-même qui êtes le jury, donc une fois que vous recevez toutes ces vidéos, donc qui vous seront envoyées, c'est vous-même donc qui allez on va dire étudier toutes les propositions. Oui, en collaboration avec Adel Hamsadi, on va essayer de trier bien sûr et essayer de passer le maximum de personnes qui ont du talent. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein. C'est pas si compliqué, il faut vraiment oser. Il faut oser justement. Alors ma question parfois, parce qu'on a parlé un petit peu du manque de confiance en soi, on se dit peut-être que c'est pas un talent, on se dit peut-être que je suis pas vraiment à la hauteur. Donc là, il faut juste oser, et donc vous-même vous pourriez par la suite faire un accompagnement, encourager, on va dire faire la part des choses. C'est le but parce que vraiment on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent à un contrat ou à quelque chose en fait de concret, c'est-à-dire c'est pas juste des clowns qu'on va prendre pour faire du contenu, pas du tout. C'est vraiment une scène ouverte au talent, à la découverte de talent. Le public votera aussi certaines fois. On va faire des petits votes pour voir quand il y a le même secteur par exemple. Mais on veut vraiment donner la chance que les gens aillent au bout de leur projet. C'est-à-dire c'est pas juste un passage sur scène, c'est un accompagnement total sur le talent.
Alors, Nazim, du moment que vous êtes producteur donc d'événements et audiovisuels, donc il est vrai que il faut dire que l'audiovisuel, d'une manière générale, donc ça peut être fédérateur, on va dire, de tous les talents. Si on a envie, par exemple, de faire une pièce théâtrale, on a envie de réaliser juste un film, par exemple. Alors, est-ce que dans vos événements, vous comptez quand même inviter, convier des professionnels de l'audiovisuel, des professionnels, on va dire, de l'art d'une manière générale, afin de pouvoir présenter tous ces talents-là? Absolument, absolument. C'est nécessaire aujourd'hui. Justement, on se fait intermédiaire dans le métier. On connaît notre métier, voilà, on sait comment il fonctionne et on se fait intermédiaire justement entre ces artistes-là et le métier. Donc oui, en fait, la porte est ouverte pour tout le monde. C'est-à-dire autant pour les artistes qui sont là pour délivrer une prestation, pardon, ou pour partager leurs dons, mais aussi pour le public. Il faut pas oublier qu'on fait ça d'abord pour le public. Notre métier, c'est pour le public, que ce soit dans l'audiovisuel ou l'événementiel. L'idée est de délivrer quelque chose aux gens. Donc, les professionnels de l'audiovisuel, de l'événementiel, de nos secteurs sont conviés à participer à notre spectacle quand ils veulent. Voilà, mais sinon, quelles sont vos attentes un petit peu? Allez-y. Le concept est que chaque semaine, avec Adel, il va être accompagné quand même de quelques professionnels. Très bien. C'est pas uniquement des gens sur casting. Il y aura aussi des professionnels du métier qui vont accompagner tous ces jeunes-là, justement, pour qu'ils leur facilitent la chose. C'est une corrélation logique, je pense. Et ça aurait été un manque de notre part de pas le faire dans ce sens-là. Voilà, mais sinon, quelles sont un petit peu vos attentes de cet événement, d'autant plus que c'est un nouveau concept, donc qui fait son entrée en Algérie? Qui perdure, et puis de réussir à installer le concept, Tout de réussir à installer la marque et d'en faire vraiment une maison à tous ceux qui veulent partager avec un public. Et pour vous, Dalal? Moi, je suis un peu pro-artiste, quoi qu'il arrive, donc je serai toujours du côté des artistes. Et ils ont besoin de personnes qui s'occupent vraiment d'eux, avec de la bienveillance. Donc, c'est surtout ça, mon message à moi. Voilà, effectivement. Et c'est surtout dommage de voir des talents après, comme ça, qui... Dans des karaokés. Voilà, dans des karaokés, mais surtout après qui meurent. Hein, oui, donc, voilà, il n'y a pas de... Faudrait en vivre. Voilà, effectivement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle que le prochain événement est prévu pour le 24 mars, n'est-ce pas? Et ensuite, donc, ce sera, Inch'Allah, l'installation définitive de l'événement de façon hebdomadaire. Voilà. Et merci beaucoup, Abou. Je rappelle, Dalal Hadjadj Aoul, vous êtes productrice d'événements culturels, et aussi Nazim Ben Aïdouch, et aussi vous êtes producteur d'événements culturels et audiovisuels. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On vous souhaite une très belle continuation et une belle réussite dans ce que vous allez entreprendre. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci énormément de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, Radia Boul Mahali à partir de 8h. Au revoir.